commence en 1970, quand une révolution renverse le pouvoir aux Pays-Bas et puis immédiatement après en Belgique et au Luxembourg. Une révolution un peu inédite dans l'histoire parce que c'est une révolution féministe ou prétendument féministe. Et 30-40 ans plus tard, de nos jours, le Benelux est devenu un petit empire complètement fermé sur lui-même, aussi mystérieux et bizarre que peut l'être aujourd'hui la Corée du Nord par exemple, mais de la même manière que pouvait l'être l'Union soviétique ou d'autres grands États communistes tout au long du XXe siècle, le Benelux est regardé, l'empire des femmes est regardé comme une espèce de paradis potentiel par beaucoup d'intellectuels en Europe, des intellectuels progressistes qui croient vraiment que c'est une espèce de terre promise et qui sont tous outrageusement féministes, mais bien évidemment aucun d'entre eux n'y a jamais mis les pieds puisque le pays est complètement fermé sur lui-même depuis les années 80. Et le roman raconte deux histoires en parallèle. La première est celle d'un groupe d'intellectuels mené par une personnalité truculente, un certain Pierre-Jean Gould, qui sont donc invités à un voyage officiel en Belgique et qui, comme dans les années 30 ou 40 ont pu l'être les groupes d'intellectuels trimballés en Union soviétique ou en Allemagne, vont se faire promener par les autorités belges dans tous les hauts lieux de la révolution belge. L'idée étant bien évidemment qu'ils ne vont pas voir grand-chose, de la même manière qu'aujourd'hui, quand une délégation est accueillie en Corée du Nord, elle ne voit pas grand-chose, en tout cas elle ne voit pas la réalité. Ça c'est la première histoire, et puis une deuxième histoire est racontée en parallèle, c'est celle d'une femme belge, une anonyme, qui par une espèce de coup de chance est invitée à pénétrer dans la cour, devient une grande courtisane et approche donc des cercles du pouvoir. Et là elle voit comment ça se passe et elle découvre la personnalité complètement délirante, ubuesque et tyrannique de celle qui dirige le pays, la bergère, de la même manière que Mao était le timonier, la bergère qui elle-même a hérité le pouvoir de sa mère, qu'on appelle la grande bergère, un peu comme avec Kim Jong-il et Kim Il-sung. Et les deux histoires progressent en parallèle jusqu'à un dénouement qu'on espère pas trop tragique. J'apprends que nous partons ce soir pour La Haye. Demain, Judith, la souveraine, préside le jury d'une thèse de doctorat et souhaite que je l'accompagne. Encore une chose que j'ignorais. Depuis la Révolution, il est courant que les étudiantes invitent la bergère à assister à leur soutenance de thèse à cause de sa science qui est universelle. Mon amie Diane, qui a elle-même défendu devant Ingrid une thèse d'histoire du féminisme, m'a expliqué comment les choses se passent. C'est édifiant. Le plus souvent, donc, Judith repousse l'invitation ou se fait représenter par une grande courtisane. Mais parfois, il lui prend envie d'accepter, comme pour la thèse prévue demain. La soutenance devient alors un événement où se presse la foule et les journalistes. Pour la candidate, c'est un honneur immense, mais à double tranchant. La tradition veut que la bergère ne lise pas la thèse et qu'à la fin de la soutenance, elle reprenne à son compte l'opinion du jury, lequel, évidemment, trouve toujours à la candidate des qualités exceptionnelles pour ne pas laisser croire à la bergère qu'elle s'est déplacée pour rien. Mais parfois, sans prévenir, elle sort de la pratique habituelle et entre dans les débats. La soutenance prend alors une autre allure. Judith ignorant tout du sujet, elle pose à l'impétrante des questions au hasard, sur n'importe quoi. Exercice redoutable dont les résultats sont imprévisibles. Si elle est dans de bonnes dispositions, elle bavarde avec la candidate, juge en 20 minutes son travail excellent et lui confère d'autorité le titre de doctoresse dans sa discipline, discipline qu'un membre du jury se charge de lui rappeler car elle n'en a généralement aucune idée. Mais si elle est de mauvaise humeur, elle persécute la candidate jusqu'à ce qu'elle fonde en larmes et transforme l'exercice en séance d'autocritique interminable. La candidate, venue défendre ses travaux sur la composition des sous-sols brabançons ou les propriétés physiques d'un alliage quelconque, se trouve à devoir confesser devant la bergère ses péchés antiféministes, des capitaux au plus véniels, et à se justifier sur le moindre mot qui sort de sa bouche. Quand cela tourne vraiment mal, Judith s'emporte, brandit la thèse, la déchire, ou bien l'ouvre à n'importe quelle page et, lisant un paragraphe au hasard, dit y voir un antiféminisme implicite qui pourrait très bien la mener en prison. La pauvre fille se liquéfie de honte et finit par se jeter aux pieds de la bergère pour demander grâce. Judith décide alors, selon son bon vouloir, si le titre de doctoresse est accordé ou non. Je suis curieuse d'assister à ce spectacle.